Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Vous le savez, vous êtes au bon endroit pour tout savoir de l'actualité sportive du week-end. Encore beaucoup d'images à vous proposer en ce lundi soir. Regardez plutôt avec le sommaire de ce qui vous attend au cours des 20 prochaines minutes. En basket, c'est un nouveau championnat qui commence pour Challans, match inaugural de la seconde phase de N1 pour les hommes de Sébastien Lambert. Objectif, rallier le wagon des playoffs à la mi-avril. Une très grosse affiche en ring hockey, deux équipes invaincues se retrouvaient à l'Angelmière qui de la Vendéenne ou de Saint-Omer pour préserver sa série d'invincibilité en championnat. Réponse dans quelques minutes, affiche tout aussi alléchante en hockey sur glace. Le Hogli jouait sa place en quart de finale face à Toulouse-Blagnac dans une patinoire Arago surchauffée samedi soir. Et puis enfin, vous connaissez sûrement le baseball, mais peut-être pas le softball. Le club herbretais des Marcassins organisait son premier tournoi ce week-end du côté de Champ-Saint-Père. Voilà le programme entre autres de ce lundi 11 mars 2024. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Et pour démarrer ce 85 chrono, je vous propose tout d'abord de revenir sur un événement qui était à suivre en direct sur TV Vendée. Le Racathlon Lyonnais organisait ce week-end la 6e édition de son tournoi national. Nous vous en parlions jeudi dernier dans 85 chrono rapide. Séance de rattrapage. Si vous n'étiez pas là, le Racathlon regroupe 4 sports de raquettes, tennis de table, badminton, squash et tennis. 143 participants se sont retrouvés au Terre Noire à La Roche-sur-Yon samedi. Vous le voyez ici, la finale simple homme opposait deux favoris. Sylvain Ternon au fond, le Français numéro 2 mondial de la discipline face à Rémi Pillot, vainqueur ici l'an dernier. Et c'est Sylvain Ternon qui s'impose à l'issue du tennis de table, du badminton et du squash sans avoir besoin d'aller jusqu'au tennis. La différence de points étant déjà trop importante, Sylvain Ternon réalise le doublé puisqu'il s'impose également dimanche en double aux côtés de Renaud Arnoux. Chez les dames, cette fois en simple dans le tableau A le plus haut niveau, Constance de Gruson s'impose en finale face à Émilie Roy. Constance de Gruson signe également un doublé puisqu'elle empoche le double dame hier après-midi avec sa partenaire Noémie Iben El Fadil. Un coup d'œil à présent sur les résultats football de ce week-end. Tout d'abord avec le groupe B en National 2 et première cette saison. Les deux clubs vendéens ont tous les deux perdu. Samedi soir, les Herbiers se sont fait surprendre à domicile par la réserve du SCO d'Angers. Défaite 2-1. Et puis à l'extérieur, la Roche VF s'incline 2-0 sur la pelouse du Paris 13 Atlético. Conséquence immédiate au classement, les Lyonnais perdent leur place de leader au profit de Libourne et sont troisième. Et puis pour la première fois depuis de longs mois, les Herbretais sont éjectés du podium et termine cette 18e journée à la 4e place. Second coup d'œil footballistique sur les classements. En National 3, ici les résultats sont bien meilleurs. Deux derbys étaient au menu samedi soir. Énorme carton du Vendée Fontenay Foot qui a étrillé le Poiré-sur-Vie 7-1. 7e match consécutif sans défaite pour le VFF qui grimpe au classement et se place 4e. Le Vendée Poiré Foot reste dauphin dans un autre derby qui valait cette fois cher pour le maintien. Ce sont les Chalandais qui s'imposent 3-2 contre la Châtaigneraie. Les joueurs de Nicolas Lemétayer préservent leur 8e place. Ceux de Charles Devineau en revanche rétrogradent au 11e rang. Et puis, excellent résultat des Sables FCOC qui ont créé la surprise en allant s'imposer chez le leader sur le terrain de la réserve du FC Nantes 2-1. Les Sablés restent toujours avant-dernier. Avant de passer à la suite, un mot de footnet puisque la saison régulière de D1 s'est achevée ce week-end. En Normandie, le tennis ballon olonnais est allé décrocher 2 succès. Le premier face au leader Olympiaco 3-0, puis un second face à Conches en Ouche 3-7-1. Le TBO boucle donc cette 9e et dernière journée sur le podium en 3e position. Début des playoffs dans 2 semaines et ce sera de nouveau en Normandie. On ouvre désormais la page basket de ce soir. Le Vendée Challans Basket lançait vendredi la 2e phase du championnat de National 1 masculine. La première des 10 étapes s'ouvrait donc à Michel Vrignot vendredi avec la réception de Pont-de-Chéruy. Fait marquant de leur première partie de saison, les Chalandais se sont de nouveau montrés à la peine à l'entame. Les Pontois sont plus réalistes. Le VCB démarre tardivement et boucle le premier quart-temps à 4 longueurs de son adversaire du soir. 17-13, bis repetita. Ensuite, les Vendéens sont dominés dans les premières minutes et Yaga Bidias fait mal aux joueurs de Sébastien Lambert, mais ces derniers trouvent du répondant. Challans n'accuse qu'une longueur de retard à la pause, 31-30. Sans leur capitaine Patrick Cléance, les Rouges et Blancs ont imprimé la leçon et reviennent plus conquérants. Le VCB prend la tête pour la première fois et inflige un +9 aux Isérois. Paul Turpin en feu inscrit 3 shoots à 3 points consécutifs, +13, mais les Pontois n'abdiquent pas, 52-46 pour Challans. Les deux formations vont alors prendre puis reprendre le score à tour de rôle dans les 10 dernières minutes. C'est cette fois au tour de Bichard de s'enflammer avec 3 shoots primés en moins de 2 minutes. La fin de match est plus solide côté chalandais, notamment sur la ligne des lancers francs. Suffisant pour s'imposer vendredi soir, victoire 73-68 des hommes de Sébastien Lambert qui entament parfaitement cette seconde phase de N1. Double réaction au micro de Sandrine Pelletier, le coach chalandais, suivi de son homologue isérois.
C'était un match compliqué, on le savait, face à une équipe qui était très agressive défensivement. Il fallait qu'on compense aussi avec l'absence de Clérance. À plus 13, on commet quelques erreurs, notamment dans les défenses des profils adverses. On avait ciblé quelques profils shooters, d'autres un peu moins shooters, plus slashers, plus dans la percussion. On n'a pas fait d'erreur en première, malgré une mauvaise entame de match. Et on fait des erreurs à ce moment-là qui les remettent dedans, alors qu'on a le dynamisme à ce moment-là, on a l'enthousiasme, on a tout ce qu'il faut. On a vraiment le match en main à ce moment-là et on commet des petites erreurs qui les remettent dedans et du coup on se fait peur un peu sur la fin. Je pense qu'on a fait un match sérieux, appliqué, volontaire. Voilà, on n'est pas dans une situation facile en ce moment, depuis 15 jours, 3 semaines, avec le retour de Davis des Bahamas, l'absence de Clérance, les malades, la bobologie. On savait qu'il allait faire preuve de cœur et d'enthousiasme et c'est ce qu'on a fait ce soir, donc c'est plutôt un bon match. Ouais. C'était un bon match, il a eu plusieurs temps dans ce match-là. Un premier carton plutôt maîtrisé de notre part, où notre défense était en place et dans l'intensité on était bien également. On a pu prendre un petit avantage, mais après on a senti que Chaland montait en pression physiquement. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes avec leur intensité et leur défense, où ils changeaient beaucoup. Et on a eu beaucoup de mal à l'attaquer. On a senti qu'il y avait un rapproché sur la fin de la première mi-temps. Et ça s'est concrétisé dans le troisième quart-temps où on a été très en difficulté face à leur agressivité et leur intensité physique. Et puis après, un autre tour, on a réussi à répondre dans le dernier quart-temps et à repasser devant. Et après, ça s'est vraiment joué sur des petits détails. Donc bravo à eux pour ce beau match. Et nous, je pense qu'on va continuer notre progression. Ça va nous aider à apprendre et à évoluer. Une victoire inaugurale qui lance bien cette seconde phase de N1. On le rappelle, le Vendée Chaland Basket est dans le groupe B. Les 7 premières places sont qualificatives pour les playoffs. Après ce premier succès, le groupe de Sébastien Lambert se positionne à la 5e place à égalité de points avec Orchy, 8e. Et puis dans un autre groupe de N1 qui nous intéresse, le groupe C, les Sables Vendée Basket ont également parfaitement lancé cette deuxième phase. Vendredi soir, les Sables s'imposent 72-59 face au Lionceau Basket. Les hommes de Denis Métet devront viser les 4 premières places pour se maintenir en N1. On poursuit avec le classement de la Nationale 2 masculine. Rien de simple cette saison pour le Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket en déplacement samedi soir à Auch pour le compte de la 20e journée. Les Georgeois s'inclinent 88-69. Une place de perdu pour le SGMVB qui figure désormais en 13e position, toujours synonyme pour l'heure de relégation. Et puis au même étage, cette fois chez les féminines, le derby ligérien entre les espoirs de La Roche Vendée Basket et d'Angers a tourné en faveur des Lyonnaises. La Roche s'impose pour une petite longueur, 76-75 samedi après-midi sur le parquet des Oudéry. Les espoirs du RVBC gagnent une place. Les Lyonnaises sont 10e après 19 journées. Et puis avant de tourner la page basket de ce soir, elle a choisi d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière à l'issue de la saison. Elle, c'est Anna Suarez, la capitaine de la Roche Vendée Basket. Dans une vidéo diffusée vendredi soir sur les réseaux sociaux du club, la capitaine des Tigresses a annoncé qu'elle quitterait le club à l'issue de cette saison. Arrivée en Vendée à l'été 2021, en Vendée, Anna Suarez partira pour une nouvelle aventure en club dans quelques semaines, probablement toujours en LFB. Ultime objectif de la meneuse espagnole de 36 ans, elle le dit en fin de vidéo, c'est de maintenir La Roche en Ligue féminine. Je vous invite à présent à nous tourner vers ce qui était sans conteste l'affiche du week-end en N1 Elite de Ring-Hockey. Samedi soir, à la 14e journée, réservait un duel entre deux équipes invaincues cette saison en championnat. La Vendéenne 2e accueillait Saint-Omer, leader et champion de France en titre. La première mèche dans ce match est allumée par les Rouges et Noirs. 21e minute, Antoine Thébault est à l'initiative. Nathan Gefflot suit bien et ouvre le score. 1-0 pour la Vendéenne. Piqué au vif, Saint-Omer réagit avec autorité. Sur l'engagement, les visiteurs sont déjà dans le camp lyonnais. Jacobo Mantignan décoche une frappe lointaine qui termine au fond, un partout. Les Audomarois vont même prendre les devants quelques secondes plus tard, servi par Barengo. Mantignan prend tout le temps d'ajuster et y va de son doublé, 2-1 pour Saint-Omer. Marc Povedano manquera de son côté l'égalisation sur coup franc direct juste avant la mi-temps. On en restera donc là après 25 minutes. La Vendéenne est toujours menée 2-1. Le champion de France en titre attaque la seconde période à tambour battant et vient faire le break à la demi-heure de jeu par Fabien Barengo qui porte le score à 3-1. S'entraîner, la Vendéenne va obtenir un coup franc direct. Antoine Thébault s'en charge et ramène les siens à portée de Saint-Omer. C'est au fond 3-2. 41e minute, nouveau pénalty. Nathan Gefflot à la balle d'égalisation au bout de la crosse, mais Pedro Chambel s'interpose. 4 minutes plus tard, les Pas-de-Calaisiens sont à l'attaque. Mantignan est déséquilibré dans la surface. L'arbitre siffle un coup franc direct. Marcel Cuenca transforme et remet Saint-Omer à distance des Lyonnais. 4-2 dans les 5 dernières minutes. La Vendéenne s'offre le droit de rêver une fin de match de folie. Nouveau coup franc direct sifflé
en faveur cette fois des joueurs de Marc Salicru. Marc Povedano ne se fait pas prier pour marquer, La Roche revient. 4-3, les Lyonnais jouent le tout pour le tout et sortent leur gardien pour tenter d'arracher le nul. Gefflo est tout proche d'égaliser mais manque de réussite. Saint-Omer en profite et inscrit une dernière réalisation dans la cage vide des Vendéens. Résultat final, les Rouges et Noirs s'inclinent 5-3. La première défaite de la saison est toujours une soirée un peu amère. Dixit Marc Salicru, le coach des Lyonnais. On l'écoute avec Sandrine Pelletier. Je pense qu'on n'a pas su gagner le match. Je pense qu'on s'est mis devant, on a eu un moment de flottement où on a pris 2 buts et après on a été tout le match derrière le score en faisant un très long deuxième. Mais les moments clés, par manque de lucidité, le gardien en face il fait quand même une belle perf ce soir. On a loupé quand même quelques pénaux, des coups francs directs, donc eux aussi. Mais finalement c'est des détails qu'à la fin ils balancent d'un côté ou de l'autre. Pour une première défaite, je pense que c'est bien parce que on aurait pu perdre de plein de façons différentes. Finalement, on perd avec un match contre Saint-Omer, le premier contre le 12e. Chez nous, 5-3, il y avait 4-3 sur le gardien. Ça n'a pas marché, ça on l'accepte. Mais je pense qu'on va attirer des bonnes choses de ces matchs. Et ça va nous permettre de revenir mardi, travailler mieux, pas plus, mais travailler mieux et être compétitif donc un jour pour le quart retour de Coupe de France. C'était un match très serré entre les 2 premières du classement du championnat français. Ici, c'est toujours comme ça. C'est des grosses équipes. Un match un peu tendu, avec beaucoup de coups francs directs, pénalty. Et voilà, et heureusement pour nous, le score c'est favorable. Quand tu prends un but à l'extérieur, c'est de garder la tête froide et heureusement on a marqué juste avec l'engagement je crois. Et après tout de suite les D1, avant la mi-temps, ça nous a donné un peu d'air. Et puisque toutes les séries ont une fin, celle d'invincibilité de la Vendéenne a donc pris fin samedi soir. Résultat, les joueurs de Marc Salicru perdent 2 places suite à la victoire de Dinan-Quévert, plaçant de facto les Lyonnais en 3e position. Peu de temps avant le coup d'envoi de ce match de haut tableau Henri Coquin, on vient de le voir, une autre affiche était lancée non loin de là, la patinoire Arago de La Roche-sur-Yon. Le Hogli recevait Toulouse-Blagnac pour le 8e de finale retour des playoffs de D2. Vainqueurs à l'aller, les Aigles lyonnais avaient besoin d'un succès samedi soir pour entrevoir un quart de finale et éviter un 3e match décisif le lendemain. Domination toulousaine et Pablo Sudor hérite du Palais suite à une erreur du gardien lyonnais. 1-0 à la 8e minute, un but qui va sonner le réveil du Hogli. Sur la remise en jeu, les Lyonnais construisent. Bohus Farkazovski envoie une superbe frappe de loin dans les filets toulousains, 1 partout. Le Hogli est très vite revenu dans ce match. Les Belugas vont pousser dans la fin de première période et sont parfois tout proches de reprendre les rênes, mais sans réussite. À quelques secondes du terme, il faut même un très grand Alexino dans les cages lyonnaises pour préserver un score de parité après 20 minutes. 1 partout donc après ce premier tiers-temps. De retour sur la glace, le Hogli se montre nettement plus entreprenant. 29e minute, Isma Metef cadre. Le Palais revient dans les patins de Mathieu Jorger qui crucifie le gardien toulousain à bout portant. Le Hogli passe devant 2-1. Toulouse-Blagnac qui court après le score, jette ses dernières forces dans la bataille et s'expose au contre-attaque et va le payer cash. Samy Faure arrache ce palais et sert Valentin Jacques pour le but du break. 3-1 à 2 minutes du terme. Et alors que les Belugas jouent leur va-tout, les Lyonnais vont conclure cette rencontre par un contre éclair en venant inscrire un 4e but dans la cage laissée vacante par les Toulousains. Victoire 4-1. Le Hogli sera bien au rendez-vous des quarts de finale. Ce sera face à Villard-de-Lans dès samedi soir à La Roche-sur-Yon. En attendant, les Lyonnais et leur coach Jurajo Selka savourent. Au micro d'Ambroise Robet, on l'écoute, l'entraîneur lyonnais suivi de son homologue toulousain. C'était un bon match de play-off, c'était intense, des premiers changements. C'est des matchs de play-off, il faut gagner 2 matchs. Nous, on a gagné 12e à la maison, on a fait un bon boulot déjà à Toulouse. Le moment fort, c'était déjà qu'on a su revenir assez vite, qu'on était mené au score 1-0. Ça nous a bien aidé parce que du coup, on a resté dans le match. Et le 3e tiers-temps, on l'a pas mal géré, donc c'était le moment clé. La suite pour nous, déjà maintenant, on va fêter ça dans le vestiaire un petit peu et après on verra, on se focalise sur nous, on continue notre bout de chemin. Je pense qu'on a eu un bon premier tiers. On s'est présenté, on était physique, il y a eu des palais à la cage. On a pris les devants rapidement dans le match. Le 2e tiers aussi, je pense qu'on a fait un bon 2e tiers. Vers la fin du 2e tiers, on a eu un petit relâchement. On a commencé à être un peu indiscipliné. Je pense que c'était un bon match. Ça s'est joué un peu, c'est les playoffs. Et puis, malheureusement, à la fin, ça n'a pas basculé de notre côté. Mais bon, on est une équipe jeune. C'était le plan cette année. Et puis, je pense qu'on va apprendre.
Un détour par un résultat de rugby, tout d'abord en Fédéral 2, à l'occasion de la 18e journée. Le FC Lyonnais se déplaçait sur la pelouse de Casteljaloux hier dimanche après-midi. Les Rouges et Blancs s'inclinent sur une pénalité convertie à la toute dernière minute par leurs adversaires. Défaite 24-21, le FC Lyonnais reste donc 10e, premier non relégable mais à portée de fusil de Poitiers, première équipe relégable. On l'a dit, le FC Lyonnais jouait ce week-end à l'extérieur, mais le club organisait aussi une journée d'initiation au rugby fauteuil à destination de ses licenciés. Ça se passait samedi toute la journée à la salle omnisport de La Roche-sur-Yon. L'idée était surtout de sensibiliser sur le handicap par le rugby en faisant connaître la discipline à plus grande échelle. Quelques règles spécifiques, bien entendu, sont à noter. À la différence du rugby, le rugby fauteuil se joue en intérieur, sur les dimensions d'un terrain de basket, en 4 contre 4. Les joueurs ne peuvent garder le ballon que 10 secondes maximum sur les genoux. L'équipe qui a la possession dispose de 40 secondes pour franchir la ligne d'en-but adverse avec le ballon et ce pour marquer un point. Enfin, les contacts entre fauteuils sont autorisés, mais pas les contacts entre joueurs. Sandrine Pelletier est allée à la rencontre de 2 acteurs de la journée, le joueur de l'équipe de France de rugby fauteuil et licencié de l'Atlantique Rugby Fauteuil Jordan Ducret, puis Léo Thomas pour le FC Lyonnais. C'est un mélange de 4 sports, donc il y a du football américain, du hockey, du basket et du volley par le ballon. Le rugby, c'est essentiellement la 3e mi-temps, je pense, et l'impact qu'il y a dans le sport. C'est un sport qui est réservé pour les tétraplégiques ou assimilés, donc il faut avoir une atteinte au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs. Ce sport, en fait, il a été créé au Canada à l'époque, en 1977, par des tétraplégiques et ils se sont rendus compte que notre pathologie n'était pas intégrée dans les sports collectifs. Donc ils ont voulu créer un sport co qui serait fait pour nous. À la base, on s'était fixé un match de gala et on s'est dit que ça pouvait être aussi intéressant que les licenciés puissent essayer cette pratique-là pour se rendre compte aussi de la difficulté et du courage qu'ils peuvent avoir aussi sur le terrain. Donc voilà, permettre d'ouvrir un peu au handicap par le rugby, quoi. On a la chance, il y a quelques joueurs là, comme Jordan qui font un peu d'initiation avec nos jeunes à nous. Donc ça permet vraiment d'effacer du coup ce handicap-là et d'ouvrir pour nos jeunes vraiment sur le handicap. Et puis voilà, c'est des gens comme nous et ça fait plaisir. Tout le monde a le sourire là, depuis ce matin, donc ça fait vraiment plaisir. Allez, un dernier point classement à présent avec un détour par le tennis de table et la Nationale 2 masculine. Pour la 4e journée de la seconde phase du championnat, l'équipe de La Ferrière est allée décrocher le match nul 7-7 chez l'équipe d'Angoulême. Un bon résultat qui emmène le groupe de Mathieu Perdriau sur le podium, vous le voyez, en 3e position. Pour terminer cette émission, je vous invite à direction Champ-Saint-Père pour ce qui était le premier tournoi de softball organisé par le club des Marcassins. Le club Herbretech est avant tout un club de baseball, mais on parle bien ici de softball, un sport qui, au contraire de son grand frère, se dispute en salle et sur un terrain réduit. La discipline était d'ailleurs aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, mais ne le sera pas cet été à Paris. Alors, contrairement au baseball, au softball, les lancers s'effectuent en dessous de l'épaule, bras tendus et non par-dessus l'épaule. Vous le voyez, les points communs avec le baseball concerne principalement l'organisation du jeu. 2 équipes s'affrontent et alternent. 2 positions, l'une en défense, l'autre en attaque. Le but est ainsi de faire avancer ces joueurs d'une base à l'autre jusqu'au marbre afin de marquer des points. Le tournoi de ce week-end réunissait 4 équipes et permettait surtout de donner du temps de jeu aux joueurs plus débutants. Quelques précisions avec 2 protagonistes du jour. D'abord avec Alexandre Kaplan pour le club des Marcassins, puis avec Alexis Bécher pour les Red Wings de Rennes. Tous les 2 répondaient à Ambroise Robert. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une variante du baseball plus connue. La grande différence, c'est le terrain qui est légèrement plus petit et la façon de lancer qui est complètement différente du baseball. Au baseball, on va lancer par-dessus, alors qu'en softball, on lance par-dessous. Le retour que j'ai sur les équipes, c'est qu'ils sont très contents. Le fait d'être là sur une ambiance, on va dire cool, ça plaît à tout le monde. Ça permet aux débutants de prendre du temps de jeu, ce qui est vraiment appréciable. Pour le tournoi, j'ai 3 équipes complètes et une qui est mixée. Au softball, il y a vraiment une pratique qui a été dédiée pour le mixte, une pratique pour le masculin et une pratique pour le féminin. Donc effectivement, on a vraiment une pratique qui est organisée avec des championnats pour du mix. Au niveau de la partie attaque, on a plutôt été efficace. On a attendu que les balles qui soient frappables, on les frappe. On a réussi à prendre des actions au niveau de la course, etc. Il y a quand même eu quelques erreurs, mais globalement, de ce point-là, c'est plutôt positif de manière générale. En défense, on a été un petit peu plus faible parce qu'on a testé des positions où certaines personnes n'étaient pas l'habitude, donc il y a eu certaines erreurs. Mais finalement, je suis plutôt satisfait de mon équipe à ce niveau-là. Ce genre de tournoi a beaucoup plus de détente, où il n'y a pas forcément d'enjeu de classement ou quoi que ce soit, va permettre de pouvoir tester des choses, notamment tester des lanceurs, où c'est des positions qui sont très compliquées à prendre. Là, on est venu sur ce tournoi-là, on a 7 lanceurs différents, c'est quelque chose qu'on voit très rarement, et du coup,
ça permet de les faire tourner à ce niveau-là, permet de faire tourner de faire des stratégies, aussi tout simplement prendre du jeu. Du jeu, c'est de l'expérience et du coup, logiquement, on arrive à mieux gérer la plupart des situations qui peuvent arriver sur des matchs de compétition. Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 11 mars 2024. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, vous le savez, on se retrouve comme tous les jeudis soirs à 18h45 avec Aurélien Huard. On parlera athlétisme avec nos invités et nos chroniqueurs, bien entendu. D'ici là, très bonne fin de soirée à toutes et à tous et très belle semaine sur TV Vendée.